Je m'appelle Lucas Greenfield et ceci est mon histoire. Mais pas seulement mon histoire, c'est aussi l'histoire encore jamais racontée de centaines de jeunes à travers les États-Unis. De tous ceux qui ont été envoyés dans des camps de conversion pour passer de gays à hétérosexuels. Quand j'ai dit à mes parents que je croyais être gay, ils ont dit « On te connaît mieux que tu te connais. Tu n'es pas gay. On va réparer ça. » On m'a dit que parce que l'homosexualité était une maladie mentale, je serais malade toute ma vie. Je pensais vraiment que devenir hétéro était pour moi une question de vie ou de mort. Les États-Unis, terre de tous les possibles, de toutes les libertés, d'entreprendre, de réaliser ses ambitions, d'être soi-même. Derrière le rêve américain peut se cacher un cauchemar. Pour une frange de l'Amérique, être homosexuel demeure intolérable. L'homosexualité serait à leurs yeux une déviance qu'il faut soigner. My son Michael found out the truth. He could walk away from homosexuality. If you love your children, love them enough to let them know the truth. A decade ago, I walked away from homosexuality through the power of Jesus Christ. Par pression sociale, familiale ou religieuse, 700 000 Américains ont subi des traitements supposés changer leur orientation sexuelle. On les appelle thérapies de conversion. Elles sont prodiguées par des psychologues ou des thérapeutes religieux qui ont pignon sur rue et s'assument pleinement. Mais derrière ces publicités se cachent d'autres pratiques inavouables. En dehors des villes, à l'abri des pouvoirs publics, des hommes d'église ouvrent des camps de réorientation sexuelle où ces thérapies virent parfois à la torture. L'alcoolisme, la drogue, l'homosexualité, la pornographie, ce sont des péchés. C'est mal. Sortir de l'homosexualité, c'est un processus. Mais par la grâce de Dieu, vous pouvez passer de l'homosexualité à l'hétérosexualité. Cette année encore, 77 000 adolescents seront victimes de ces thérapies de conversion. En ce mois de mai, les étudiants ont déserté les bancs de la faculté d'Auburn, en Alabama, pour profiter des vacances. Jordan Kramer, 20 ans, reste lui sur le campus. Il est l'un des rares à ne pas rentrer dans sa famille, qui l'a rejeté. La vie de cet étudiant en sciences politiques a basculé à 13 ans, la veille d'une soirée dansante. J'étais en 4e et c'était la première année où l'on avait le droit d'aller au bal de l'école. Mon meilleur ami, Mitchell, voulait que je demande à une fille, Lorraine, si elle voulait aller au bal avec lui. Le lendemain, j'ai dit à Mitchell que j'étais désolé, mais qu'elle avait refusé. En fait, je lui avais rien demandé. Je voulais aller au bal avec Mitchell et je savais juste que je ne voulais pas que Mitchell aille au bal avec Lorraine plutôt qu'avec moi. C'est une des premières fois que je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi cette jalousie? Je ne connaissais pas encore le mot gay. J'ai été élevé dans une famille très conservatrice, baptiste. Et donc, nous étions à l'église dès que c'était possible. Mon père a dû jurer 2 ou 3 fois devant moi. Ma mère jamais. Elle n'a jamais bu une goutte d'alcool non plus. C'était très strict.
Jordan est un enfant modèle qui adhère pleinement à ses valeurs, jusqu'au jour où il s'ouvre à ses parents. Quelques mois plus tard, je me disputais avec mes parents et j'ai sorti. Et en plus de tout ça, je crois que je suis gay. Je pleure rarement, mais là, j'étais en larmes. Ils ont dit, tu n'es absolument pas gay. Ils étaient inquiets, pas du tout désinvoltes, bien entendu, mais ils ont dit, on te connaît mieux que tu te connais, tu n'es pas gay, on va réparer ça. Le fils parfait devient en une conversation un adolescent à problème qu'il faut soigner. À près de 6000 km de là, dans la banlieue de New York, Matthew Shurka grandit dans une famille juive non pratiquante. À 16 ans, sa vie d'adolescent est elle aussi bouleversée par son orientation sexuelle. J'étais nageur et j'avais pris l'habitude de marcher sur la pointe des pieds à cause du sol froid de la piscine. Mais on m'a dit que je marchais comme un gay. Et donc, tous les jours, je m'entraînais à marcher dans ma chambre. Le talon en premier. Le talon en premier. Durant ma puberté, je commençais à m'interroger. Et puis c'est au lycée que j'ai vraiment réalisé qu'il me fallait faire face, que je devais comprendre ma propre identité. Le jour où je l'ai dit à mon père, il a été vraiment formidable. Il m'a dit qu'il m'aimait inconditionnellement. On a pleuré, on s'est pris dans les bras, comme dans toutes ces vidéos de coming out que l'on voit sur YouTube. Et j'étais vraiment reconnaissant pour ce moment. Mais dès le lendemain, mon père a paniqué à l'idée d'avoir un fils gay. Quelles conséquences cela allait-il avoir sur ma vie, ma famille, mon travail, ma sécurité? Il se posait toutes ces questions et avait besoin de soutien. Il s'est mis en quête d'un thérapeute. En quelques clics, les parents de Jordan, comme ceux de Matthew, trouvent à quelques kilomètres de chez eux des cabinets qui ont fait de la conversion leur spécialité. Ces thérapeutes basent leur traitement sur une théorie qui remonte aux années 50, quand plusieurs psychiatres affirmèrent avoir trouvé l'origine de ce qu'ils considèrent comme une déviance. Depuis, le postulat de ces pseudothérapies reste inchangé. Être homosexuel serait la conséquence d'un traumatisme de l'enfance. Je me souviens de notre première rencontre avec Jérémy. Il me laissait l'appeler par son prénom, car c'était un docteur sympa. Mes parents étaient assis à côté de moi dans le canapé, et Jérémy a dit « Ce qui est très fréquent chez les gens qui ont des pensées homosexuelles, c'est qu'ils ont subi des abus sexuels. Est-ce que ça t'est arrivé ?» J'ai répondu que non, car ce n'était pas le cas. Il a continué. « Très souvent, c'est la figure la plus forte, comme ton père, qui en est l'auteur. Réponds-moi comme s'il n'était pas là. Ton père t'a-t-il violé ?» J'ai répondu « Non, absolument pas. » Ce qui m'a le plus choqué a été de voir mon père fixer ses chaussures sans dire un mot, alors que les pires allégations étaient proférées à son encontre, par un parfait inconnu à moins d'1 mètre de lui. Après cette séance, c'est devenu difficile de regarder mon père dans les yeux. Ça a été tellement dur de le voir encaisser ça. Quand on a commencé les premières sessions, on a cherché et cherché encore pourquoi j'étais devenu gay.
Et puis le thérapeute a posé son diagnostic. J'étais trop soumis à l'influence des femmes de ma famille. J'étais très proche de ma mère et de mes sœurs. Je suis le seul fils de ma famille. Et comme mon père travaillait beaucoup, il a dit que je n'étais pas assez proche de mon père et trop proche de ma mère. Et il a ajouté, faisons en sorte de trouver le bon équilibre entre ta mère et ton père dans ta vie. J'ai dit OK. J'étais totalement ignorante et puis je suivais l'avis de ce professionnel. Je pensais que l'on naissait gay, mais je ne savais rien de plus. Matthew était confus et j'ai suivi mon mari. Je n'avais aucune connaissance et je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Et donc, je n'ai pas eu le droit de parler à ma mère et à mes sœurs durant 3 ans. Chaque jour, je me levais, ma mère me préparait le petit déjeuner, je descendais pour manger et je quittais la maison sans lui dire un mot. Pendant 3 ans. Je me sentais très mal, car il ne me parlait plus. Je n'arrivais plus à communiquer avec mon fils. Je perdais mon enfant. À l'école, mes notes chutaient. J'étais devenu paranoïaque au sujet de tout ce qui me concernait, tout le temps. Je me demandais ce que cela voulait dire si j'avais une érection pour un homme ou pour une femme. Et ça consumait ma vie. Matthew se voit prescrire du Viagra par son thérapeute, qui le somme d'avoir des relations sexuelles avec des filles. Tiraillé entre ce qu'il est et ce qu'on lui demande d'être, il sombre dans la dépression. Jordan traverse les mêmes épreuves. Chaque semaine, en consultation, il apprend à se détester davantage et à détester l'idée même d'une vie homosexuelle. Durant ces 14 mois, on s'est principalement concentré sur ce qu'était la communauté LGBT selon Jérémy. Sa méthode était de me faire lire de la littérature érotique. Totalement inappropriée pour un adolescent. C'était des histoires d'hommes âgés qui violaient des jeunes garçons. Et c'était son portrait de la communauté LGBT. Et bien sûr, durant les premiers mois, j'ai cru que c'était la réalité. Et je ne voulais pas en faire partie. Je n'arrivais vraiment pas à imaginer ce que pouvait être une relation homosexuelle positive. Jordan effectuera plus d'1 an de thérapie. Matthew, 5 ans. Les deux adolescents continueront à pratiquer ces exercices destructeurs dans l'espoir de répondre aux attentes de leurs parents. Comme eux, 32% des jeunes LGBT disent avoir été confrontés à des tentatives de changement d'orientation sexuelle de la part de leur famille. Je m'appelle Janet Boynes. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de diplôme dans ce domaine-là. Mais je suis pasteur. Je veux être un guide spirituel, non seulement pour les parents qui ont un proche qui se bat contre l'homosexualité, mais aussi pour ceux qui sont gays. Je veux leur donner des outils utiles pour qu'ils puissent se débrouiller durant toute leur vie. Janet Boynes est une figure de la thérapie de conversion. Forte de sa renommée, elle est invitée à prêcher dans les églises les plus importantes du pays, comme ici, à la Hope Christian Church, à Washington. Please help me in welcoming Janet.
Sur l'autel, Janet Boynes fait de son chemin de vie chaotique la preuve que la rédemption est possible. Je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui, pas seulement pour partager un peu de mon histoire, mais aussi pour vous dire ce que Dieu a fait pour moi en me sortant de l'homosexualité. J'ai vécu cette vie pendant 14 ans. Je l'ai quittée il y a 20 ans et j'ai l'air plutôt en forme à 61 ans. Ce que Dieu a fait pour moi, il veut aussi le faire pour vos êtres aimés et pour vous si vous vous débattez. Je sais maintenant pourquoi mon attirance pour le même sexe est le résultat des abus que j'ai subis durant mon enfance. À cause de ces maltraitances, physiques et sexuelles, j'ai grandi en détestant les hommes. Je n'ai jamais cru que j'étais née lesbienne. J'ai toujours su que j'avais fait le choix d'entrer dans cette vie. Et je devais faire le choix d'en sortir. Je ne dis pas que c'est facile, car nous sommes tous nés dans le péché. J'ai perdu le contrôle de ma vie. J'ai commencé à faire des choses qui ne me ressemblaient pas. J'ai commencé à sniffer de la cocaïne, à me défoncer, et j'allais à l'hôpital régulièrement car j'étais devenue boulimique. Et le fait de vomir et de sniffer tout le temps me rendait malade. Je me sentais si mal. Vivre cette vie homosexuelle, être lesbienne, je n'étais plus heureuse, j'étais vide. Je cherchais, je voulais quelque chose de mieux pour ma vie. Mais Dieu avait d'autres projets pour moi. J'ai rencontré une femme qui m'a invitée à l'église et elle a changé ma vie. Et c'est là que j'ai senti que j'étais prête à devenir cette nouvelle personne. Je suis la preuve vivante, et des milliers d'autres avec moi, que par la grâce de Dieu, on peut passer de l'homosexualité à l'hétérosexualité. De son itinéraire, Janet Boynes a fait des livres de conseils destinés aux familles. Vous voulez que je vous dédicace un autre livre? Des livres qui vantent la juste conduite à tenir face à l'homosexualité. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai 3 nièces qui se débattent. Elles sont déjà dans ce mode de vie ou elles sont en train de lutter? Non, elles ont déjà basculé. Il faut prier pour elles et se demander ce qu'il s'est passé durant leur enfance pour qu'elles aient pris ce chemin-là. Et si elles décident de se marier, d'avoir une union civile, comment dois-je répondre en tant que membre de la famille? Tout est dans mon livre. Vous ne devez pas y assister et vous ne devez pas envoyer de cadeaux. Je crois à la compassion, mais sans compromission. Et ce n'est pas facile de faire sortir nos enfants de ce mode de vie. Selon moi, ceux qui sont drogués ne trouvent pas que c'est facile de changer. Parfois, ils rechutent pour redevenir toxicomanes ou pédophiles ou revenir à la pornographie. Ce qui me fait dire que se libérer de quoi que ce soit, ce n'est pas facile. Ces thérapeutes prônent la parole et la prière pour se libérer de l'homosexualité. Mais pour d'autres pasteurs, prêtres ou rabbins, ce n'est pas suffisant. Partout aux États-Unis, des congrégations religieuses, pour qui l'homosexualité est un vice, ouvrent des camps de conversion. Des camps qui dissimulent derrière des murs de barbelés des méthodes cruelles et parfois illégales. Lucas Greenfield y a été envoyé dès l'âge de 13 ans. Sa mère considère alors que des séances hebdomadaires ne suffiront pas à rendre son fils hétérosexuel. Elle le place dans l'un de ses internats spécialisés. Une manière pour elle de se débarrasser de ce fils gay qu'elle ne tolère pas. Elle l'oblige à quitter sa Floride natale pour rejoindre des camps en Virginie, en Géorgie, puis à Mobile, en Alabama.
Je suis allé dans ces camps de conversion à 13, 14, 15 ans. Oui, durant presque 4 ans, j'ai été dans ces camps. D'un camp à un autre, et encore un autre, et encore un autre. J'ai été ici il y a plus de 7 ans. Et c'est drôle parce que, à l'époque, je portais un treillis ou un jogging et j'avais les cheveux rasés. On nous rasait la tête tous les jours. Aujourd'hui, tout ça s'effondre. Et moi, je ne porte plus vraiment ce genre de fringues. Ici, c'était le dortoir. Il y avait des lits des deux côtés. Mon lit était de ce côté, le deuxième en haut. Ce camp a ouvert ses portes en 2011. Durant 4 ans, des dizaines d'enfants y ont séjourné. Dès que je suis arrivé, ma mère a dit « Il est gay ». Et on lui a répondu « Oh, on va sortir ça de lui très rapidement ». Et moi « C'est quoi ce bordel ? Vous allez faire quoi? Extraire le gay en moi par la force? » Et lui a dit « Oui, on va sortir le démon gay hors de toi. » Il prévoyait de le faire par la lecture de la Bible, un peu d'exorcisme aussi sans doute, et des violences physiques, des abus physiques. Si vous regardez ici, vous voyez ce grand trou dans le mur. C'est parce que je suis passé à travers. J'étais là et on m'a poussé dans le mur. La plupart de ces trous sont la trace d'enfants. Leur tête cognée contre le mur, ou alors balancée contre le mur, frappée contre le mur. Frappée, battue, giflée. J'ai eu la lèvre éclatée, l'œil, le nez cassé, tout un tas de trucs. Aux violences physiques quotidiennes va succéder l'horreur. Lucas, 14 ans, subit les pires sévices. Les pasteurs violaient les enfants pour les rendre hétérosexuels. C'est exactement ce qui s'est passé. Car ils pensaient que si tu te fais violer par un homme, alors tu n'aimeras plus les hommes, a priori. J'ai été abusé sexuellement tellement de fois dans cette école. Plus que je ne peux le compter. Quasiment tous les jours. Et tout le monde s'en fichait. Mon nom est Charles Kennedy. Je vis ici à Mobile, Alabama. J'ai été le commandant adjoint du département de police. En juin 2011, j'ai reçu un appel. C'était une femme qui téléphonait de Californie. Son fils, Bradley, était là-bas et elle était un peu inquiète car elle l'avait eu au téléphone et elle avait trouvé qu'il avait un ton plat, monotone, comme s'il ne voulait pas vraiment parler.
Et elle m'a demandé d'aller voir comment Bradley allait. J'ai répondu « Oui, madame ». Mais je me suis dit « Tiens, je ne savais pas que cet endroit avait ouvert ». Je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'institution avant, durant ma vie d'officier de police. La plupart des gens non plus d'ailleurs, car ce type d'endroit n'existe que sous les radars. Mais hélas, ça existe partout à travers les États-Unis. Mon problème était qu'il y en avait un qui existait dans mon État. Donc j'y suis allé. Je suis entré dans le bureau et j'ai vu qu'il y avait 3 écrans de contrôle. Et sur l'un des écrans, il y avait un garçon nu, allongé par terre. Et je me suis dit, que fait ce garçon nu allongé par terre dans cette pièce? Car il n'y avait rien d'autre qu'un garçon nu. C'était tout. Cet adolescent est enfermé dans l'une des 3 cellules d'isolement du camp. Ces 2 pièces étaient des cellules d'isolement. Il faut y entrer pour voir combien elles sont petites. Cette lumière était allumée 24 heures sur 24. Il y avait une grosse porte en métal, très épaisse. Il y avait seulement sur cette porte quelques tout petits trous par lesquels on pouvait voir les gens. Depuis la porte, je touche littéralement les murs. Essayez d'imaginer. Pour s'allonger, je vais pas le faire maintenant, putain. Mais pour s'allonger, il fallait se mettre en diagonale. Pour ne pas toucher les murs. C'est pas le genre de pièce dans laquelle on a envie d'être enfermé plus d'1 minute. J'ai été enfermé en cellule d'isolement pendant presque 4 mois, parce que j'ai essayé de m'enfuir. J'étais vraiment maigre, car je ne mangeais qu'une fois par jour, si j'avais de la chance. Je pouvais aller aux toilettes 1 fois par jour au maximum. Je n'ai jamais eu le droit de prendre une douche, ni d'avoir un matelas non plus. J'avais de gros bleus sur tout le côté, ma jambe, ma hanche, mon bras, à force de dormir à même le sol en béton. Quand j'étais dans cette pièce, ma plus grande motivation était de trouver comment me tuer. Parce que la mort était plus douce que d'être enfermé dans cette pièce. Officier de police depuis 20 ans, Charles Kennedy comprend que les enfants scolarisés dans ce camp sont en danger. Quelques jours plus tard, il trouve un prétexte pour revenir au camp et enquêter. Aucun des 36 élèves qu'il rencontre n'ose répondre à ses questions. Mais certains d'entre eux lui passent des messages, des petits mots qu'il glisse dans son blouson. Mon Dieu. Des petits mots qui vont changer sa vie. Étranglé et giflé, il a mis son genou sur son cou. De tout son poids, jusqu'à ce que Kenyan s'étouffe, qu'il crache du sang, jeté à terre. Monsieur Berry a aussi giflé et étranglé Kian et plein d'autres enfants. Ils nous traitent comme des chiens. S'il vous plaît, faites que ça s'arrête, avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne devrait être traité comme ça.
Et à ce moment-là, je me suis dit, la guerre est déclarée, c'est de la folie. Alors j'ai écrit une série de lettres, une au gouverneur, une à Nancy Butler, la chef du département des ressources humaines, une au procureur général, qui était alors Luther Strange, et encore 2 lettres au chef de la police et au maire, car je ne voulais pas que quiconque puisse dire « on ne savait pas ». Quelques jours plus tard, je reçois un appel du bureau du procureur général qui me dit, je cite, « Ces enfants viennent d'autres États, leurs parents ne votent pas ici, et je ne veux pas perdre le vote des églises. » J'étais sous le choc. Ça a été comme un coup de couteau dans le cœur, vous savez. J'avais perdu espoir car je rentrais le soir dans ma jolie maison, en sécurité. Et la nuit, je faisais des cauchemars qui me réveillaient à 2 heures du matin sur ce qui pouvait bien se passer là-bas. Dans cette région du sud des États-Unis, où les hommes d'église ont un tel pouvoir qu'ils peuvent influencer les élections locales, le sort de Lucas et des autres élèves ne pèse pas lourd. L'enquête va traîner durant 3 ans. En 2014, une famille porte plainte contre le centre où Lucas est enfermé. Les autorités sont contraintes de réagir. L'école est fermée, les enfants libérés, et les pasteurs qui dirigeaient le camp sont poursuivis pour violences aggravées sur mineurs. 3 ans plus tard, Lucas est l'un des seuls qui ait eu le courage de se confronter à ses bourreaux. Charles m'a vraiment donné le courage de dire la vérité et de ne baisser la tête devant personne, même s'ils sont intimidants et agressifs. Parce qu'au début, je ne voulais pas faire face à ce type. Je sais de quoi il est capable. Mais dès que j'ai réalisé qu'il y avait tous ces policiers autour, que je me suis senti en sécurité, etc., il ne pouvait plus rien me faire. Les 3 administrateurs du camp sont condamnés à 20 ans de prison. Lucas est rendu à sa mère. Il se pense alors sorti de l'enfer. Après que l'endroit a fermé, le juge lui a expressément dit « Vous devez le reprendre avec vous ». Il a été très précis. « Vous devez garder Lucas à la maison ». Mais d'après ma mère, je n'avais pas encore assez changé. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Le lendemain, on était en voiture et elle me dit « Je crois que tu sais où nous allons ». Je dis « Ah bon? Comment ça ?» Et elle répond « Parce que nous y sommes déjà allés ». Et moi, je fais « Ça commence par un A ?» Laisse-moi deviner. Alabama. Tu as trouvé un autre camp de religieux tarés où m'envoyer. Dès que je suis arrivé, ça a été « on va chasser le démon gay ». On a essayé de me frapper avec une ceinture, je l'ai attrapé, je me suis coupé la main, j'avais plein de sang, des contusions sur le côté du corps. Mais à un moment, j'ai dit « essaie encore et je te tue ». Parce que vu où on en est, la prison, c'est mieux qu'ici. Et le lendemain, j'ai fait semblant d'être malade. Ils m'ont amené dans un autre camp, je ne sais où. Sans doute allaient-ils me pendre dans les bois. Je sais pas. Le conducteur, un gros mec, est descendu aller chercher à manger. Et le type sur le siège passager était au téléphone. Je lui ai donné un coup dans la tête depuis l'arrière de la voiture. Je suis passé devant, je lui ai remis un coup et je me suis enfui en courant. Poussé par un instinct de survie, Lucas fuit le sud des États-Unis et la folie de sa mère. À 17 ans, il est recueilli par une association new-yorkaise qui héberge des adolescents LGBT rejetés par leur famille. Quand je suis arrivé à New York, j'ai croisé des centaines de gamins qui avaient été dans des camps pires que les miens. C'est triste. Vraiment triste parce qu'ils étaient généralement de bons gamins et s'ils n'avaient pas été dans ces endroits, ils n'auraient pas été dans cette situation. Loin de là. Ça a foutu en l'air plein de gens. Chaque année, aux États-Unis, plus de 300 000 mineurs gays sont jetés à la rue.
Ça m'a foutu en l'air, émotionnellement surtout. J'ai du mal à faire confiance, particulièrement aux hommes d'ailleurs, ce qui est drôle. Parfois, je surréagis quand il y a un mouvement brusque. J'ai peur d'être frappé, agressé. Ça a définitivement eu un gros impact sur ma vie. Je suis beau comme ça, non? Quelle que soit la méthode de conversion qu'ils aient subie, ces jeunes Américains sont tous confrontés au même dilemme, être rejetés par les leurs ou renoncer à leur identité. J'ai été en thérapie de conversion durant 5 ans. Je savais que je ne changeais pas et je me demandais comment vais-je faire pour devenir hétérosexuel. C'était là ma plus grande souffrance. C'est ce qui a causé ma dépression et m'a conduit à penser au suicide durant 2 ou 3 ans. Je me demandais comment vais-je m'en sortir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Matthew, j'ai 24 ans, je vis à New York. Matthew va encore attendre 3 ans après la fin de sa thérapie pour enfin réussir à s'accepter et faire publiquement son coming out. J'ai finalement décidé de sortir complètement du silence et de m'assumer complètement à 23 ans. Et la vie s'arrange. La vie est super, formidable. Et c'est de mieux en mieux chaque jour. Et si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes tourmenté, en conflit avec vos parents ou si vous êtes en thérapie de conversion pour devenir hétéro, soyez fort, accrochez-vous, ça va finir par aller mieux. Salut, comment vas-tu? Tu embrasses ton oncle? Libéré, Matthew a retrouvé sa mère et sa sœur. Mais autour de la table, il manque son père. La thérapie a fait exploser sa famille et ses parents ont divorcé. Les 2 parents doivent assumer ce qu'ils ont fait en mettant leur enfant en thérapie de conversion. Parents et enfants doivent aller les uns vers les autres pour se retrouver. Nous, les parents, on doit reconnaître avoir commis une grande erreur en ayant permis à ce thérapeute de rentrer dans ta vie. Un des éléments primordiaux dans tout cela, c'est que tu te savais aimer. C'est quelque chose d'important. Oui. C'est aussi ce qui t'a aidé à surmonter ces épreuves. C'est un élément essentiel en ta faveur. Matthew a réussi à se reconstruire sans pour autant oublier ce qu'il a enduré. Conscient qu'aujourd'hui encore des milliers d'adolescents traversent ces souffrances, il a décidé d'en faire le combat de sa vie. Un combat politique et social afin que ces thérapies soient interdites et les victimes enfin reconnues. Durant mes 5 ans de thérapie, j'ai croisé des centaines, voire des milliers de gamins. Les thérapies de conversion existent partout dans le pays, que ce soit à New York ou dans une petite ville de l'Alabama ou de l'Arkansas ou au Texas. Et ça peut se passer dans tous les milieux, que ce soit dans une famille noire, blanche ou juive, chez des mormons ou des chrétiens. C'est quelque chose qui impacte toutes les communautés. Depuis 7 ans, Matthew sillonne les États-Unis pour défendre une loi interdisant le recours à ces thérapies sur les mineurs. Audition après audition, il comparaît, s'indigne, témoigne, revivant sa douloureuse expérience. Le jeune activiste et son équipe ont réussi à convaincre un tiers des États américains du danger de ces thérapies sur les mineurs. Un combat long et difficile. Seuls 18 États ont à ce jour voté la loi. Nos adversaires sont les thérapeutes, bien sûr. Mais à un niveau plus élevé,
Ce sont les plus grandes organisations chrétiennes conservatrices qui essaient de préserver l'idée que ça marche. Car je pense que pour ces grandes organisations, si on dit que les thérapies de conversion ne fonctionnent pas, alors qu'y a-t-il d'autre qui ne fonctionne pas dans l'Église chrétienne? C'est ce qui inquiète la droite de ce pays, leur pouvoir. Nous sommes une organisation chrétienne et la Bible dit que la conduite homosexuelle est un péché. Peter Sprigg est l'un des leaders de la plus grande organisation chrétienne du pays, le Family Research Council. Il compte des soutiens politiques de taille, dont Mike Pence, vice-président des États-Unis, ou encore Betsy DeVos, ministre de l'Éducation. Son organisation constitue l'une des oppositions les plus virulentes aux lois que veut faire passer Matthew Shurka. Nous pensons qu'il ne devrait évidemment pas y avoir de loi qui empêche les gens de lutter contre une attraction non souhaitée pour le même sexe. Les parents ont le droit de prendre des décisions médicales pour leurs enfants mineurs. C'est la position que nous défendons par rapport à l'essentiel des soins médicaux. Nous ne pensons pas que des parents doivent rejeter leur enfant, le jeter à la rue parce que l'enfant dit être gay. Mais en même temps, les parents ont le droit de mettre des limites, de poser des normes. Et ils doivent encourager leur enfant à ne pas s'engager dans cette orientation sexuelle. Dans cette bataille nationale, où se mêlent questions religieuses, juridiques et sociales, la droite conservatrice cherche à créer un débat de société. À Washington, aux abords de la Maison-Blanche, une petite centaine d'anciens gays défilent, clamant que la thérapie de conversion aurait fonctionné sur eux. Ils sont la nouvelle vitrine des thérapies de conversion. Jeunes, multiraciales, branchés. Une véritable opération de communication savamment orchestrée pour contrer l'image désastreuse véhiculée par les témoignages de victimes. À quelques mètres du Congrès américain, là où les lois sont votées, ils affichent des visages heureux et épanouis. Sous l'œil bienveillant du lobbyiste Peter Sprigg et de la prêcheuse Janet Boynes. Regarde-moi tout ça, c'est la réponse à toutes nos prières. Pour ceux qui, comme nous, ont combattu avant vous. Et maintenant que vous êtes là, ceux de ma génération vont venir vous soutenir. Je suis là et je vais rester. Je fais partie de votre équipe. Viens là. Dieu est en train de lever une armée. Vous créez un courant et je suis tellement fière d'en faire partie. Je crois que nous sommes dans un combat spirituel contre les forces obscures de Satan et il fera tout pour aller à l'encontre des principes bibliques. Et donc, vivre aujourd'hui, en 2019, c'est difficile pour les jeunes, pour les millennials. Ce que veut la communauté gay, c'est endoctriner nos enfants. Ils n'ont pas peur de le dire. Leur objectif est d'amener un maximum d'enfants dans la vie homosexuelle. Car s'ils endoctrinent les enfants encore petits, plus tard, ils changeront la société. Father, in the name of Jesus, we just cast out every spirit of perversion over America, Father. We cast every spirit of perversion and just ask that you replace it. Replace it with the original intent that is written, the original intent that was, that is, and is forever. The original intent that cannot be erased because it existed in eternity. In the name of Jesus, Lord, that will be sown into the ground of America. That will be sown into the ground of America. It will be sown into the ground of America. America, America, America the beautiful. America will have salvation.
C'est dangereux de vouloir vivre une vie homosexuelle, car c'est croire à un mensonge. Et quand vous croyez en ce mensonge, vous l'imposez aux jeunes d'aujourd'hui, qui parlent ensuite de suicide. Nous avons un taux de suicide élevé chez les jeunes homos. Ils disent que c'est de la faute de la chrétienté si les jeunes homos se suicident. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est de votre faute, de leur faute, car ils les désorientent. La Bible dit que vous êtes nés hommes ou femmes, et ils leur disent qu'ils peuvent être autre chose que ce que Dieu a créé. C'est comme ça que la confusion mentale naît, et c'est traumatisant. C'est pour ça que tant de jeunes se suicident. Derrière ce discours accusateur se cache un profond sentiment de frustration. En niant l'essence de leur désir, ces hommes et ces femmes ont renoncé à toute forme de sexualité. D'homosexuels, ils sont devenus abstinents. Je déteste les hypocrites. J'ai toujours détesté les hypocrites. Ces gens qui clament partout dans les médias qu'ils sont heureux, qu'ils ne sont plus attirés par le même sexe. Ils ne disent pas la vérité. Activiste et journaliste, Wayne Bezen est la bête noire de ces groupes qu'il suit depuis près de 30 ans. La droite religieuse perdait du terrain. De plus en plus d'Américains acceptaient les personnes LGBT. Donc ils ne pouvaient plus continuer à dire « Vous irez en enfer, vous êtes des mécréants dégoûtants, vous êtes horribles ». Ces propos se retournaient contre eux. Et la droite religieuse, vers 1998, devait inventer une nouvelle approche, plus douce, et faire croire qu'elle ne détestait plus la communauté LGBT, mais qu'au contraire, elle l'aimait. Et le mouvement des anciens gays était la réponse. Les campagnes d'anciens gays disent toutes « Nous sommes la preuve vivante que l'on peut passer de gay à hétéro ». Moi, je dis « Vous êtes la preuve vivante, je vais prouver le contraire ». Et donc, vous avez intérêt à vraiment être ce que vous dites être, car sinon, je vais révéler la vérité. Ces derniers mois, Wayne Bezen diffuse sur son site internet les mea culpa d'anciens thérapeutes. Ces repentis, retournés à une vie homosexuelle, reconnaissent que ces thérapies n'ont jamais fonctionné sur personne. Son fait d'armes, avoir obtenu les confessions d'Yvette Cantu-Schneider. Leader charismatique, c'est elle qui a exporté dans les années 90 le mouvement des anciens gays à travers tout le pays. À chacun de ses prêches, elle remplissait des stades. Interview part 2. Okay. The story. Working. Je m'appelle Yvette Cantu-Schneider et je suis un ancien leader du mouvement. Je n'ai jamais vu personne passer de l'homosexualité à l'hétérosexualité. Jamais, jamais. Vous savez à quoi je passais mon temps? Couvrir les leaders des mouvements d'anciens gays qui avaient des relations sexuelles avec ceux qui venaient leur demander de l'aide. Voilà ce que je peux vous dire. Si ces leaders qui ont été choisis pour être mis en avant ne changent pas, personne ne changera jamais. Aux États-Unis, ces thérapies de conversion sont devenues un enjeu moral et politique, au cœur même du débat de société qui déchire le pays. En les soutenant, la frange la plus conservatrice du pays revient sur l'un des principes fondamentaux de la société américaine, la liberté. Et ce, au prétexte d'une vision fondée sur la morale religieuse. Pour moi, ces thérapies de conversion et ces ministères d'anciens gays, c'est de la maltraitance infantile. On ne permet pas aux gens de dire « En raison de ma religion, je n'emmène pas mon enfant chez le médecin » ou alors parce que la Bible dit qu'on gâte les enfants en ne les frappant pas, je peux les battre. Nous ne tolérons pas cela. Donc, nous ne devons pas accepter que ces anciens gays, sous couvert de la liberté de religion, blessent nos enfants. C'est ce message que nous devons envoyer à nos politiques et à tout le pays. Loin de ces combats politiques, pour les victimes, reste à se reconstruire, vivre ses sentiments, ses désirs, après avoir subi le traumatisme d'une thérapie de conversion. Lucas,
Matthew et Jordan tentent chaque jour de s'assumer face à cette frange de l'Amérique qui refuse d'accepter ses enfants tels qu'ils sont. Être aujourd'hui dans une relation stable avec cet homme que j'aime et que je trouve remarquable, c'est briser toutes les règles que l'on m'a apprises. Et plus encore, car on me disait que c'était impossible d'être vraiment heureux avec un autre homme. Et aujourd'hui, je suis heureux dans cette relation avec Lyle. C'est formidable. Je ne changerai rien. Et j'en suis très fier. Durant la thérapie de conversion, je ne cessais de me mesurer aux autres garçons. Et je le fais encore aujourd'hui. Je ne me sens pas capable de manifester de la tendresse en public. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis introverti? Ou parce que je ne veux pas qu'on sache que je suis gay? Si j'ai un conseil à donner à un mineur qui n'est pas encore sorti du placard et qui vit dans le sud ou dans le Midwest, et même à New York ou à Los Angeles, si personne ne sait que vous êtes gay et que vous risquez quelque chose à le dire, attendez d'avoir 18 ans avant de le dire. Si vous le devez, gardez le secret.